Imaginez. Vous êtes accroupi dans le coin d'une cellule de pierre exiguë sous l'amphithéâtre de Rome, en 73 avenue Jésus-Christ. Vos poignets brûlent à cause des chaînes de fer qui vous ont écorché la peau. Au-dessus de votre tête, 50 000 voix grondent comme le tonnerre tandis que des gladiateurs s'affrontent et meurent pour leur divertissement. L'odeur du sang et de la sueur s'échappe des grilles, se mêlant à la puanteur de la sueur âcre des 2 douzaines d'autres hommes pressés autour de toi dans l'obscurité. Tu t'appelles Marcus, bien que tu sois né Cléomir en Thrace avant que les légions romaines ne te traînent enchaîné à travers la moitié du monde connu. Demain, ils te graisseront le corps, te donneront une épée que tu sais à peine manier et te précipiteront dans ce champ de bataille. Mais ce soir, dans cette fosse suffocante, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un gladiateur nommé Spartacus commence à murmurer des limites, des lignes que même Rome ne peut franchir, des lois écrites dans le sang et la pierre qui restreignent même le pouvoir le plus absolu de la chair humaine. Vous l'écoutez, osant à peine respirer, tandis qu'il parle de frontières dont vous ignoriez l'existence en ce monde, où vous êtes une propriété, où votre corps appartient à un autre homme aussi complètement que son cheval ou sa coupe de vin. Pourtant, quelque part dans le code juridique impérial, gravé sur des tablettes de bronze et débattu dans des salles d'audience en marbre, on trouve cette phrase, « Même les esclaves ont une âme qui ne peut être possédée. Même la propriété a des droits qui ne peuvent être arrachés. » Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. Et n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes venues de différentes parties du monde, connectées par-delà le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Les chaînes qui liaient 20% de la population romaine n'étaient pas seulement de fer. Elles étaient tissées de lois, de coutumes, d'économie et des mathématiques brutales de l'Empire. Pourtant, même dans ce système qui réduisait les êtres humains à l'état de bétail, qui achetait et vendait des âmes sur des marchés de marbre sous des statues de justice arborant des dieux, il existait des frontières, des limites, des lignes que les maîtres, aussi riches ou puissants soient-ils, n'osaient franchir. Comprendre ces limites exige de nous plonger dans le monde obscur de l'esclavage romain non pas en touriste en quête de simples leçons de morale, mais en archéologue de la souffrance, fouillant dans des couches de papyrus juridiques et de pierres abîmées pour mettre au jour les mécanismes complexes de l'esclavage humain. Ce que nous y découvrons remet en question tout ce que nous pensions savoir sur le pouvoir absolu et la persistance obstinée de la dignité humaine. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome était une véritable machine à esclaves. Chaque conquête nourrissait la bête. Lorsque Pompéi écrasa les pirates de Sicile en 67 avant Jésus-Christ, il vendit 20 000 captifs sur les marchés de Délos en une seule journée. Lorsque César acheva son génocide des Gaules, 1 million de Celtes périrent, et un autre million fut enchaîné et déporté à Rome. Le cœur de la ville battait au rythme des ventes aux enchères d'esclaves, du claquement des fouets des surveillants, du frottement des pieds nus sur le sol de marbre. Promenez-vous dans n'importe quelle maison romaine de valeur, et vous les trouverez partout, des mains invisibles qui préparaient les repas, vidaient les pots de chambre, recopiaient les manuscrits, instruisaient les enfants et chauffaient les lits. C'étaient les doigts qui plaquaient les cheveux, les dos qui portaient les litières, les esprits qui calculaient les comptes. Sans esclaves, Rome serait morte de faim en une semaine. Pourtant, même dans cette économie de la chair humaine, des limites légales subsistaient. Le droit romain, malgré sa cruauté, demeurait une loi ou un système de règles qui s'appliquait même à ceux qui les établissaient. Les maîtres qui transgressaient ces limites s'exposaient à des conséquences allant de la honte publique aux poursuites pénales, de la ruine financière à l'exil, loin du seul monde qui comptait pour eux. La première limite, et peut-être la plus surprenante, était la suivante, un maître romain ne pouvait légalement tuer son esclave sans motif. Ce n'était pas de la pitié. C'était le droit de la propriété. Un esclave représentait un investissement important, coûtant souvent plus d'1 an de salaire pour un artisan qualifié. Détruire des biens de valeur sans justification était un gaspillage, et le gaspillage était un vice qui offensait la sensibilité romaine presque autant que la lâcheté. Plus important encore, tuer au hasard perturbait l'ordre social. Si les maîtres pouvaient assassiner des esclaves sur un coup de tête,
l'équilibre fragile qui maintenait 20% de la population enchaînée sombrerait dans le chaos. La peur était un outil, mais elle exigeait de la précision. Tuer trop peu d'esclaves, et ils risquaient de se rebeller. Tuez en trop et vous n'aurez plus personne pour faire le travail. Le droit établissait des catégories complexes pour justifier le meurtre d'esclaves. Un maître pouvait légalement exécuter un esclave pour vol, fuite, coup et blessure sur une personne libre, inconduite sexuelle ou diverses formes de désobéissance. Mais le meurtre devait avoir un but précis, punir, dissuader ou écarter une menace réelle. Le meurtre occasionnel était interdit. Cette interdiction était appliquée par un réseau complexe de pression sociale et de conséquences juridiques. La société romaine était fondée sur la réputation, et un maître connu pour sa cruauté insensée se retrouvait isolé des partenariats commerciaux, des alliances politiques et des relations sociales qui constituaient le fondement de la vie d'élite. Pire encore, dans certaines circonstances, l'État pouvait poursuivre les maîtres pour meurtres injustifiés en vertu des lois régissant la destruction de biens ou le trouble à l'ordre public. Mais la contrainte la plus puissante était économique. Les esclaves morts ne produisaient rien. Un esclave compétent ou un précepteur grec, un garde du corps germanique, un cuisinier syrien pouvait représenter une fortune. Tuer une telle personne revenait à brûler de l'argent, et les Romains ne détestaient rien tant que le gaspillage financier. Cela créait un calcul moral grotesque. Les esclaves vivaient ou mouraient non pas parce que les Romains valorisaient la vie humaine, mais parce qu'ils valorisaient la productivité humaine. Un maître pouvait hésiter à tuer un cuisinier de valeur, mais n'hésitait pas à exécuter un ouvrier agricole dont le seul talent était de creuser des fossés. La loi protégeait la propriété, et non les personnes. Mais comme les esclaves étaient des biens, ils bénéficiaient d'une forme de protection détournée contre leur propre marchandisation. La deuxième limitation majeure concernait la pratique religieuse. La religion romaine était une pratique publique, un devoir civique intimement lié à la loyauté envers l'État. Les esclaves étaient censés participer aux fêtes publiques pour honorer les dieux domestiques et observer le calendrier sacré qui structurait la vie romaine. Mais ils ne pouvaient être contraints d'abandonner leur dévotion privée ni de violer les tabous les plus profonds de leurs traditions ancestrales. Cette tolérance religieuse ne découlait d'aucune notion de liberté spirituelle. C'était du pur pragmatisme. Les esclaves arrachés à leur patrie, séparés de leur famille, dépouillés de leur identité, avaient besoin d'un point d'appui pour leur survie psychologique. La religion leur offrait cet ancrage. Un esclave qui conservait un lien avec ses dieux, qui pouvait murmurer des prières dans sa langue maternelle, qui pouvait observer les fêtes de son enfance, était moins susceptible de désespérer, de se rebeller, et de chercher à s'échapper par le suicide. Les maîtres apprenaient que forcer une conversion religieuse complète brisait souvent les esclaves au point de les rendre inutiles. Un druide celte contraint de sacrifier à Jupiter pourrait obéir extérieurement tout en mourant intérieurement, devenant apathique et improductif. Un scribe juif contraint de manger du porc pourrait préférer la famine à la pollution. Un guerrier germain contraint d'adorer Mars plutôt que Woden pourrait transformer sa fureur religieuse en rage meurtrière. Le droit romain a donc trouvé un compromis pratique. Les esclaves devaient participer aux pratiques religieuses publiques. C'était une question de loyauté civique et d'ordre social. Ils devaient honorer les dieux domestiques de leur maître. C'était une question de solidarité familiale et d'harmonie domestique. Mais dans l'intimité de leur quartier, dans l'ombre de leurs pensées, ils pouvaient maintenir le lien spirituel qui les soutenait. Cette harmonie religieuse créait d'étranges scènes à travers l'Empire. Dans une seule maison romaine, on pouvait trouver une esclave celte déposant des offrandes à la triple déesse dans un sanctuaire caché, un cuisinier juif allumant des bougies de sabbat dans le coin de la cuisine, un garde germanique murmurant à Odin avant l'entraînement au combat, et un scribe égyptien dessinant des hiéroglyphes protecteurs sur des morceaux de papyrus, tout en participant publiquement au culte du maître du panthéon romain traditionnel. Les maîtres qui violaient cette liberté religieuse implicite s'exposaient à des conséquences concrètes. Les esclaves, poussés au désespoir religieux, devenaient souvent inutiles ou dangereux. Certains préféraient se suicider plutôt que de vivre dans la souillure spirituelle. D'autres transformaient leur ferveur religieuse en résistance violente, considérant leur oppression comme une bataille cosmique entre leurs dieux et ceux de Rome.
quelques-uns s'échappèrent et rapportèrent dans leur pays d'origine des récits de persécutions religieuses, rendant les conquêtes futures plus difficiles et plus coûteuses. La troisième limitation était peut-être la plus complexe, les maîtres ne pouvaient légalement vendre des esclaves d'une manière qui violerait certains liens sociaux. Le droit romain reconnaissait que même les esclaves formaient des liens affectifs avec leurs conjoints, leurs enfants, leurs proches, et que détruire ces liens par négligence pouvait déclencher un effondrement psychologique ou une vengeance violente. Il ne s'agissait pas de sentimentalité, mais de gestion du risque. Un esclave dont les enfants avaient été vendus dans des provinces lointaines, dont la femme avait été donnée à un autre homme, dont les amis les plus proches avaient été dispersés à travers l'Empire, était un esclave qui n'avait plus rien à perdre. Un tel désespoir pouvait se manifester par des suicides, des sabotages, des meurtres ou des tentatives d'évasion, qui coûtaient au maître bien plus que le profit tiré de la séparation des familles d'esclaves. Le droit romain a donc élaboré des règles pour la vente d'esclaves qui équilibraient profit maximal et risque minimal. Les familles d'esclaves pouvaient être séparées, mais sans caprice. Un maître vendant un artisan qualifié pouvait être tenu d'inclure son fils apprenti dans la vente, garantissant ainsi la continuité de la formation et la stabilité émotionnelle des deux. Un ménage se séparant d'une infirmière de confiance pouvait devoir garantir que ses propres enfants resteraient à proximité, évitant ainsi la dépression nerveuse résultant d'une séparation complète. Ces protections étaient limitées et souvent ignorées, mais elles existaient. Les marchands d'esclaves qui séparaient régulièrement les familles se sont forgés une réputation de vendeurs de marchandises instables. Les maîtres qui rompaient sans raison valable des relations d'esclavage de longue date constataient que leurs esclaves restants devenaient de plus en plus peu fiables, craignant que leurs propres liens ne soient rompus. L'application de ces protections informelles variait considérablement selon les coutumes locales, les maîtres et les pressions économiques. En période de crise financière, les familles étaient déchirées sans hésitation. Lors des campagnes militaires, les liens affectifs étaient sacrifiés au profit de la logistique. Mais en temps normal, les maîtres avisés comprenaient que préserver certaines relations d'esclaves était tout simplement une bonne affaire. Cela a créé une forme perverse de droit de la famille pour les esclaves. Les mariages d'esclaves n'avaient aucune valeur juridique, mais ils avaient une valeur économique que les maîtres ignoraient à leur risque et péril. Les enfants d'esclaves n'avaient aucun droit d'héritage, mais ils représentaient des investissements futurs qu'il était préférable de cultiver dans un environnement stable. Les amitiés entre esclaves n'avaient aucune reconnaissance sociale, mais elles formaient les réseaux affectifs nécessaires au bon fonctionnement des foyers. La quatrième limitation majeure concernait la torture et les mutilations. Le droit romain autorisait les maîtres à torturer les esclaves pour obtenir des informations, à les punir pour des crimes et à les marquer à vie en guise de punition pour une fuite ou d'autres délits graves. Mais cette violence devait servir des objectifs précis. Il ne pouvait s'agir d'un sadisme aveugle. La torture était réglementée par la jurisprudence et les coutumes sociales. Elle devait être proportionnée aux crimes présumés, pratiquée avec des objectifs précis et limitée à des méthodes préservant la capacité productive de l'esclave. Un maître pouvait faire marquer au front un esclave en fuite des lettres FUG, fugitivus, mais il ne pouvait pas le mutiler au point de le rendre incapable de travailler. L'interdiction de la torture simple était appliquée par les mêmes mécanismes que ceux qui limitaient les homicides, pression sociale, conséquences économiques et interventions judiciaires occasionnelles. Les maîtres connus pour leur cruauté excessive se retrouvaient ostracisés par la bonne société. Ceux qui agressaient des esclaves de valeur s'exposaient à des pertes financières que les autres Romains considéraient comme un manque de jugement et de maîtrise de soi. Plus subtilement, les Romains comprenaient que la violence aveugle appelait la violence aveugle en retour. Un maître qui torturait des esclaves pour se divertir pouvait voir sa nourriture empoisonnée, sa maison incendiée, et ses enfants menacés par des personnes désespérées et sans rien à perdre. La violence contrôlée servait d'outil de discipline. La violence incontrôlée était tout simplement dangereuse. Le cadre juridique de la torture des esclaves fut codifié dans le Digeste de Justinien, compilé au VIe siècle après Jésus-Christ, mais s'appuyant sur des siècles de jurisprudence antérieure. Les esclaves pouvaient être torturés pour extorquer des aveux lors de procédures pénales, mais seulement dans des circonstances spécifiques et avec des garanties particulières. Ils pouvaient être punis physiquement pour violation des règles domestiques.
Mais la punition devait être proportionnelle au crime commis et viser un objectif disciplinaire clair. Ces limitations créaient un paysage moral complexe où la cruauté était réglementée plutôt qu'interdite. Un maître qui fouettait un esclave pour avoir volé du pain était dans son droit. Un maître qui fouettait un esclave parce qu'il aimait entendre des cris violait les normes sociales, même s'il n'encourait aucune sanction formelle. La différence résidait dans l'intention, la proportion et le but ou des concepts qui offraient aux esclaves une protection minimale, mais qui créaient d'importants précédents pour la limitation du pouvoir absolu. Les tribunaux romains reconnaissaient que les esclaves pouvaient être contraints par leur maître à faire de faux témoignages, ce qui créait un problème fondamental pour l'administration de la justice. Si les maîtres pouvaient contraindre les esclaves à mentir sous serment, le témoignage des esclaves perdait toute valeur probante et constituait un outil dangereux de manipulation juridique. Le droit romain a développé un système élaboré de traitement des témoignages d'esclaves, qui conciliait le besoin de preuve avec la conscience de la coercition. Les esclaves pouvaient témoigner devant les tribunaux, mais leurs paroles avaient moins de poids que celles des citoyens libres. Plus important encore, les esclaves ne pouvaient témoigner contre leur maître que dans des circonstances exceptionnelles, généralement en cas de trahison, de meurtre ou d'autres crimes menaçant l'État lui-même. Cette limitation était imposée par la procédure judiciaire et la pression sociale. Les maîtres soupçonnés d'avoir encadré les témoins esclaves voyaient leur réputation ternie et leurs témoignages écartés lors des procédures ultérieures. Les tribunaux ont développé des techniques pour détecter les témoignages encadrés, notamment l'interrogatoire séparé de plusieurs esclaves et la comparaison de leurs récits afin de déceler toute similitude suspecte. La restriction du témoignage des esclaves avait de multiples objectifs. Elle empêchait les maîtres d'utiliser les témoins esclaves pour piéger leurs ennemis ou échapper à la responsabilité de leurs propres crimes. Elle reconnaissait que les esclaves sous la torture ou la menace pouvaient dire n'importe quoi pour mettre fin à leur souffrance. Plus important encore, elle reconnaissait que la justice exigeait une certaine indépendance entre les témoins et les parties qu'ils déposaient. Mais cette protection était limitée et contradictoire. Si les esclaves ne pouvaient pas facilement témoigner contre leur maître, ils pouvaient être torturés pour obtenir des témoignages sur leurs ennemis. Si leurs paroles avaient moins de poids juridique, ils pouvaient néanmoins être sévèrement punis si leurs témoignages étaient jugés faux ou insuffisants. La loi protégeait les esclaves de certaines formes d'exploitation tout en les exposant à d'autres. La sixième limitation était d'ordre économique. Les maîtres ne pouvaient pas gaspiller la main-d'œuvre des esclaves au détriment de l'économie générale ou au mépris des normes communautaires. Il ne s'agissait pas d'une loi inscrite dans un code, il s'agissait d'une pression sociale exercée par l'ostracisme, le boycott des entreprises et l'exclusion politique. La société romaine était intensément compétitive, les familles et les individus se disputant constamment le statut, la richesse et l'influence. Un maître qui gaspillait la précieuse main-d'œuvre des esclaves pour des projets futiles, qui négligeait de préserver la santé et la productivité de ses esclaves, ou qui les utilisait d'une manière qui heurtait la sensibilité de la communauté se retrouvait exclu des réseaux de réciprocité qui rendaient possible la vie de l'élite. Cette contrainte économique était particulièrement importante dans les métiers spécialisés et le travail intellectuel. Un maître qui possédait des érudits grecs, des médecins syriens ou des métallurgistes du GIC avait l'obligation sociale d'utiliser leur talent à bon escient. Utiliser un médecin qualifié comme ouvrier agricole ou un scribe qualifié comme gladiateur était considéré comme un gaspillage et une offense, comme utiliser du bon vin pour laver les sols ou brûler des sculptures de maîtres comme combustible. L'application de cette contrainte était subtile mais puissante. Les maîtres qui maltraitaient des esclaves qualifiés constataient que les autres Romains de l'élite refusaient de leur prêter de l'argent, déclinaient leurs invitations, les excluaient de partenariats commerciaux et répandaient des rumeurs sur leur manque de jugement et de culture. Dans une société où la réputation était primordiale, une telle punition sociale pouvait être dévastatrice. Cela créait une étrange forme de protection pour les esclaves instruits et qualifiés. Leur connaissance spécialisée leur conférait une valeur que les maîtres ignoraient à leur risque et péril. Un précepteur grec qui enseignait la philosophie et la rhétorique était trop précieux pour être gaspillé dans les mines. Un métallurgiste germanique capable de forger des armes de qualité supérieure était trop utile pour être sacrifié dans l'arène. Un banquier juif qui comprenait la finance internationale était trop rentable pour être détruit par une cruauté désinvolte.
Mais cette protection dépendait entièrement de la valeur économique et des attentes sociales. Les esclaves non qualifiés ou ouvriers agricoles, domestiques, ouvriers ne bénéficiaient d'aucune de ces garanties. Les maîtres pouvaient gaspiller leur travail, maltraiter leur corps et détruire leur vie sans encourir de conséquences sociales importantes. Le système protégeait les biens de valeur sans rien offrir à ceux dont la seule valeur résidait dans leur capacité à travailler dur. La 7e limitation, et peut-être la plus importante, était la suivante: les maîtres ne pouvaient légalement empêcher les esclaves de gagner et de conserver de petites sommes d'argent grâce à leur propre travail. Ce principe, connu sous le nom de péculium, créait une économie parallèle au sein du système esclavagiste, offrant aux esclaves des possibilités minimes, mais cruciales, d'améliorer leur situation. Le péculium était un bien que les esclaves détenaient avec la permission de leur maître, généralement de l'argent gagné grâce à un travail supplémentaire, des pourboires de clients ou des bénéfices tirés de petites activités commerciales menées pendant leur temps libre. Les maîtres en conservaient la propriété légale et pouvaient le confisquer à volonté, mais les coutumes sociales et les intérêts économiques protégeaient généralement les petites accumulations des esclaves. Ce système avait de multiples objectifs. Elle incitait les esclaves à travailler plus dur et à mieux se comporter, car une bonne conduite pouvait leur permettre de gagner plus d'argent. Elle leur permettait d'épargner pour acheter leur liberté, créant ainsi une soupape de sécurité réduisant la pression de la rébellion ou de la fuite. Plus important encore, elle reconnaissait que les esclaves étaient des êtres humains dotés de désirs, d'ambition et d'une capacité d'activité économique. Le péculium créait des relations complexes entre maîtres et esclaves, qui allaient bien au-delà de la simple domination. L'artisan qualifié pouvait utiliser son péculium pour acheter des outils qui le rendaient plus productif, au bénéfice de lui-même et de son maître. Une domestique pouvait économiser ses pourboires pour s'acheter de meilleurs vêtements, améliorant ainsi son apparence et reflétant positivement le statut de la maisonnée. L'esclave agricole pouvait investir ses gains dans du bétail ou du matériel, augmentant ainsi sa valeur patrimoniale. D'autres Romains considéraient cette ingérence comme mesquine et contre-productive. Plus grave encore, les esclaves dont les maigres économies étaient arbitrairement confisquées devenaient souvent maussades, improductifs et potentiellement dangereux. Les péculies offraient également aux esclaves libérés la possibilité d'aider leurs proches encore en esclavage. Un affranchi pouvait accorder des prêts ou des cadeaux permettant aux esclaves d'acheter leur liberté ou d'améliorer leurs conditions de travail. Ces réseaux d'entraide donnaient aux esclaves espoir en l'avenir et les incitaient à coopérer dans le présent. Mais les péculies étaient aussi un outil de contrôle, permettant aux esclaves d'accumuler de petites quantités de biens. Les maîtres créaient l'illusion du progrès et des opportunités tout en préservant les rapports de force fondamentaux. Un esclave ayant économisé la moitié de l'argent nécessaire à sa liberté était moins susceptible de se rebeller qu'un autre qui ne voyait aucun espoir de s'échapper. Le système offrait juste assez de mobilité pour éviter le désespoir tout en garantissant que la plupart des esclaves restaient liés à vie. La 8e limitation concernait le traitement des enfants esclaves. Le droit romain reconnaissait que les enfants esclaves étaient un bien précieux pour l'avenir, et que les maîtres qui leur portaient préjudice par négligence ou maltraitance détruisaient leur propre investissement. Plus subtilement, les Romains comprenaient que les enfants qui grandissaient dans une brutalité extrême devenaient souvent des adultes psychologiquement endommagés, représentant un risque permanent pour la sécurité et la productivité du foyer. Les enfants esclaves ne pouvaient pas travailler aussi dur que les adultes, ne pouvaient pas être soumis au même châtiment et nécessitaient des soins de base pour assurer leur survie jusqu'à l'âge de la productivité. Ces protections étaient minimales. Les enfants esclaves subissaient toujours la séparation d'avec leurs parents, l'exploitation sexuelle et la préparation à une vie de servitude, mais elles constituaient des contraintes pratiques pour le comportement de leur maître. La prise en charge des enfants esclaves était également influencée par les valeurs culturelles romaines liées à l'enfance et à la famille. Les Romains idéalisaient certains aspects de la vie familiale, et les foyers qui maltraitaient visiblement les enfants, même les enfants esclaves, étaient critiqués socialement. Les maîtres connus pour leur cruauté envers les jeunes voyaient leur réputation ternie, affectant leur statut au sein de la communauté. Ces protections étaient incohérentes et souvent violées. Mais elles représentaient une autre limite au pouvoir absolu. Un maître qui fait travailler des enfants esclaves jusqu'à la mort, qui ne leur fournit pas une alimentation et un abri de base, ou qui les soumet à des tortures inappropriées à leur âge,
peut faire face à des conséquences allant de la désapprobation sociale à des pertes économiques lorsque ses futurs esclaves meurent avant d'avoir atteint l'âge productif. La 9e contrainte était peut-être la plus complexe. Les maîtres ne pouvaient transgresser certaines limites sexuelles sans encourir de graves conséquences sociales et juridiques. La culture sexuelle romaine était fondée sur des concepts d'honneur, de statut et de comportement appropriés, qui s'appliquaient même aux relations entre maîtres et esclaves. Les hommes romains étaient censés être sexuellement dominants. Ils pouvaient pénétrer toute personne de statut inférieur sans encourir de conséquences juridiques, mais ils étaient également tenus de respecter certaines normes de comportement reflétant leur position de chef de famille et de membre de l'élite. Tout comportement sexuel contraire à ces normes pouvait entraîner l'ostracisme social, l'exclusion politique et des sanctions légales. Les maîtres pouvaient légalement violer leurs esclaves, mais ils ne pouvaient le faire d'une manière qui violait les normes sociales plus larges, violence sexuelle en public, comportement offensant envers les invités ou les voisins, ou activités portant atteinte à la réputation du maître en tant que personne de vertu romaine pouvaient entraîner de graves conséquences. Les hommes de l'élite romaine étaient tenus de mener leur vie sexuelle avec discrétion et dignité, même lorsqu'ils exerçaient un pouvoir absolu sur des esclaves. Plus important encore, les maîtres ne pouvaient contraindre leurs esclaves à des activités sexuelles violant les tabous religieux ou les frontières culturelles que les Romains eux-mêmes respectaient. Un maître qui forçait un esclave juif à participer à des rituels sexuels associés à des cultes étrangers ou qui imposait à des esclaves germaniques des comportements que leur culture guerrière considérait comme profondément honteux risquait de se heurter à une résistance qui dégénérait en violence, voire en suicide. L'exploitation sexuelle des esclaves était omniprésente et largement légale, mais elle n'était pas totalement déréglée. Les maîtres connus pour leur violence sexuelle particulièrement dégradante ou publique voyaient leur statut social terni. Ceux qui poussaient des esclaves de valeur au suicide par des abus sexuels s'exposaient à des pertes financières. Plus important encore, un comportement sexuel suggérant un manque de maîtrise de soi ou de vertu romaine pouvait miner l'autorité du maître dans d'autres domaines de la vie. Ces contraintes sexuelles étaient minimes et appliquées de manière incohérente, offrant peu de protection réelle aux esclaves. Mais elles constituaient un autre exemple de la manière dont même le pouvoir absolu s'exerçait à l'intérieur de frontières culturelles qu'il était impossible de franchir sans conséquence. La 10e et dernière limitation majeure était la suivante, les maîtres ne pouvaient empêcher les esclaves de faire appel aux autorités supérieures en cas d'abus extrême. Ce droit d'appel était limité, dangereux à exercer et souvent inefficace, mais il constituait un ultime frein aux exercices de pouvoir privé les plus flagrants. Les esclaves qui pouvaient démontrer que leur maître avait violé les limites légales ou sociales pouvaient faire appel aux magistrats, au gouverneur, voire à l'empereur lui-même. Ces appels étaient rarement couronnés de succès, et les esclaves qui les formaient risquaient de lourdes sanctions en cas de rejet de leur demande. Mais la possibilité d'appel constituait une contrainte pour le comportement du maître et offrait parfois une réelle protection aux esclaves. Le droit d'appel était particulièrement efficace dans les affaires impliquant des esclaves qualifiés ou de valeur dont les sévices représentaient un gaspillage économique important, ou dans les situations où le comportement du maître menaçait l'ordre public ou violait des normes sociales profondément ancrées. Un philosophe grec torturé pour avoir enseigné des idées impopulaires, un médecin syrien empêché d'exercer ses arts de la guérison, ou un guerrier germanique contraint à des actes sexuellement dégradants pouvait trouver une oreille attentive auprès des fonctionnaires romains qui appréciaient leur service ou s'inquiétaient des conséquences plus larges de leur mauvais traitement. Ces appels avaient également plus de chances d'aboutir lorsqu'ils concernaient un comportement offensant la sensibilité romaine quant à la bonne conduite entre supérieurs et inférieurs. Les Romains croyaient que l'autorité devait être exercée avec dignité et détermination. Les maîtres considérés comme cruels, capricieux ou manquant de maîtrise de soi sapaient tout le système de hiérarchie sociale sur lequel reposaient les élites romaines. Mais la procédure d'appel était dangereuse et incertaine. Les esclaves dont les appels étaient infructueux s'exposaient à des sanctions pouvant aller jusqu'à la torture, la mutilation ou la mort. Même les appels réussis aboutissaient souvent à la vente de l'esclave à un nouveau maître plutôt qu'à sa libération totale. Ce système offrait une protection minimale tout en préservant les relations de pouvoir fondamentales. Ces délimitations au pouvoir de domination créaient un paysage juridique et social complexe qui limitait l'autorité absolue que les Romains revendiquaient sur leurs biens. Aucune de ces limites n'offrait de réelle liberté ou dignité aux esclaves.
Toutes ces lois furent régulièrement violées avec des conséquences minimes, mais collectivement, elles représentaient un phénomène sans précédent dans l'histoire de l'humanité, une tentative systématique de réglementer l'exercice d'un pouvoir absolu sur d'autres êtres humains. L'existence de ces limitations révèle la contradiction fondamentale au cœur de l'esclavage romain. Les Romains voulaient que les esclaves soient des biens pouvant être achetés, vendus et utilisés sans restriction. Mais ils voulaient aussi qu'ils soient des êtres humains, des membres productifs de la société, capables de penser, de ressentir et de contribuer par leurs compétences, leur travail et leur intelligence au projet romain. Cette contradiction créait des tensions qui ne purent jamais être totalement résolues. Chaque limitation du pouvoir des maîtres reconnaissait l'humanité des esclaves tout en les privant de liberté. Chaque protection offerte aux esclaves renforçait leur statut de propriété tout en limitant l'usage de cette propriété. Chaque frontière tracée autour de l'autorité du maître remettait en cause et renforçait à la fois le système d'asservissement humain. Comprendre ces limites nous aide à saisir les mécanismes sophistiqués qui ont permis à l'esclavage romain de perdurer pendant des siècles sans s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Les Romains ont créé un système suffisamment souple pour répondre aux besoins humains, tout en étant suffisamment rigide pour maintenir l'exploitation économique, suffisamment brutal pour inspirer la peur, tout en étant suffisamment restreint pour empêcher une rébellion constante. Mais ces limites révèlent aussi les failles des fondements de tout système fondé sur la propriété des êtres humains. Chaque frontière protégeant les esclaves reconnaissait leur capacité à souffrir, leur besoin de dignité, leur humanité irréductible. Chaque contrainte imposée au pouvoir du maître reconnaissait que l'autorité absolue sur autrui était dangereuse, instable et, en fin de compte, intenable. Les esclaves, tapis dans l'obscurité sous l'amphithéâtre, écoutant Spartacus murmurer sur les limites et les frontières, comprirent quelque chose que leur maître préférait ignorer. Un pouvoir qui reconnaît ses propres contraintes est un pouvoir qui reconnaît sa propre illégitimité. Une autorité qui doit être régulée et limitée est une autorité qui a déjà admis sa propre faillite morale. Lorsque Spartacus et ses disciples s'échappèrent enfin de leur prison souterraine, ils emportèrent avec eux non seulement la rage face à leur oppression, mais aussi la connaissance des contradictions internes du système. Ils comprirent que l'esclavage romain survivait non pas parce qu'il était absolu, mais parce qu'il était réglementé, non pas parce que les maîtres pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils choisissaient généralement de ne pas exercer pleinement leur autorité légale. Cette connaissance rendit la rébellion des esclaves plus dangereuse que ne le pensaient les Romains. Les rebelles n'étaient pas de simples propriétés en colère ripostant à la cruauté de leurs propriétaires. C'étaient des êtres humains qui comprenaient les mécanismes de leur propre oppression et les limites qui la limitaient. Ils savaient exactement quelles limites franchir, quelles règles enfreindre, quelles contraintes briser pour faire s'effondrer le système tout entier. La rébellion dura 2 ans et ébranla le monde romain jusque dans ses fondements. Lorsqu'elle fut finalement écrasée en 71 avenue Jésus-Christ, 6000 rebelles capturés furent crucifiés le long de la voie appienne, en guise d'avertissement à quiconque pourrait contester le système. Mais cet avertissement révélait une vérité que les Romains ne pourraient jamais réprimer complètement. Même le pouvoir absolu a des limites. Même la propriété peut se rebeller. Même les esclaves peuvent choisir la mort plutôt que l'esclavage. En passant devant ces croix, en voyant les corps d'hommes qui avaient osé revendiquer leur humanité, les Romains ont dû comprendre que leur système de brutalité réglementée était plus fragile qu'ils ne voulaient l'admettre. Les limites qui rendaient l'esclavage supportable le rendaient également vulnérable. Les contraintes qui empêchaient une rébellion constante fournissaient également le savoir nécessaire à une résistance victorieuse. En fin de compte, les limites imposées par le droit romain à l'autorité des maîtres n'étaient pas des protections pour les esclaves. Elles étaient des protections pour les maîtres. Elles reconnaissaient que les êtres humains ne pouvaient être réduits à la propriété sans créer des dangers menaçant l'ordre social tout entier. Elles reconnaissaient que le pouvoir absolu était absolument corrupteur, même pour ceux qui se croyaient autorisés à l'exercer. Les esclaves morts sur ces croix comprenaient cette vérité d'une manière que leurs bourreaux n'auraient jamais pu comprendre. Ils avaient vécu dans le système de servitude réglementé et en avaient découvert la faille fatale. Tout pouvoir qui doit être limité a déjà admis sa propre illégitimité. Toute autorité qui exige des limites a déjà reconnu que ceux qu'elle gouverne conservent la capacité de résister. En quittant cette histoire,
De retour dans un monde où l'esclavage a officiellement pris fin, mais où ces mécanismes persistent sous de nouvelles formes, rappelez-vous la leçon que Spartacus et ses disciples ont apprise dans l'obscurité sous l'amphithéâtre, un pouvoir qui reconnaît ses limites révèle sa propre faiblesse. Une autorité qui accepte les limites reconnaît sa propre injustice. Et les êtres humains qui comprennent les contraintes de leur oppression ont déjà fait le premier pas vers la libération de leur chaîne. La poussière de l'arène est retombée. Les croix ont pourri. L'Empire romain s'est effondré. Mais la question fondamentale demeure aussi urgente aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, que ne pouvaient pas faire les propriétaires aux esclaves. La réponse, alors comme aujourd'hui, révèle non pas la clémence des puissants, mais la dignité obstinée et indomptable de ceux qu'ils tentaient de posséder.